Bismillah. My lord, désire-t-il quelque chose d'autre? Non, merci. Je sonnerai si j'ai besoin de vous. Bien, my lord. Le maître d'hôtel quitta la salle à manger, suivi des trois valets de pied, tandis que Lord Cheriton se carrait dans son fauteuil placé au bout de la table pour mieux observer ses invités. Il jeta un regard circulaire sur les six convives. C'étaient tous des hommes jeunes. Leur aisance et leur air vif révélaient aux yeux de tous ce que Lord Cheriton savait depuis longtemps. Ils étaient tous supérieurement intelligents. Chut! Le dîner avait été gastronomique et le vin excellent. La boisson n'avait cependant pas coulé à flot, comme il arrive souvent dans les réunions d'hommes. Et le maître de maison avait remarqué avec satisfaction que ses convives avaient bu sans excès. Il regardait le flacon de Porto circuler de main en main pour la seconde fois, selon la tradition des fins de repas en Angleterre, et nota que personne ne s'était resservi. Il porta son verre à ses lèvres et but une petite gorgée, avant de dire de sa voix qui portait: Je suppose, messieurs, que vous devez tous avoir compris que si je vous ai conviés à venir dîner ici ce soir, ce n'est pas sans un motif particulier. Personne ne répondit. Cependant, il savait que tous ces hommes attendaient impatiemment ce qu'il avait à leur dire et s'apprêtaient à l'écouter avec une extrême attention. Lord Cheriton était de ces hommes qui en imposent, mais ce qu'il y avait de frappant dans son allure et dans son expression était si étrange et inusité qu'il ne ressemblait à personne et se différenciait totalement de tous ses contemporains. La plupart des convives assis ce soir-là autour de sa table pensaient que Lord Cheriton méritait de la plus indiscutable manière le surnom que le hasard lui avait donné. La chose s'était faite au cours de la guerre d'Espagne. On sait que Napoléon Ier avait donné l'ordre à ses généraux de rejeter à la mer les armes anglaises du duc de Wellington et du général Moore. Avec sa finesse psychologique coutumière, Napoléon avait donné à Wellington un surnom qui avait fait merveille sur les populations indigènes. Il l'avait baptisé le léopard. Il s'était gardé de choisir le lion, qui était le roi des animaux. Non, il avait préféré la bête héraldique, le léopard hideux et émacié du blason anglais, pour mieux vilipender le commandant en chef de l'armée britannique. Ce surnom percutant ridiculisait efficacement son homme. Néanmoins, tous les soldats anglais qui avaient fait campagne aux Indes sous le commandement de Sir Arthur Wellesley avaient apprécié la chose et l'avaient trouvée amusante au plus haut point. Ils avaient même beaucoup ri des proclamations faites par Napoléon, car ils ne se rappelaient que trop des léopards de Tipo Saïb qui détruisaient tout et qui leur avaient bel et bien donné la chair de poule, mais dont finalement ils avaient été vainqueurs. Le hideux léopard pollut par sa seule présence toute la péninsule ibérique, mais nous porterons nos aigles victorieux jusqu'aux colonnes d'Hercule, avait proclamé l'empereur des Français, mais cela ne les avait guère émus. Mais Wellington ne fut pas le seul à être condamné à porter le surnom de hideux léopard, et tous ceux qui servaient dans son armée partagèrent son sort. Ces officiers avaient divisé les troupes en divers groupes, surnommés les uns les léopards furieux, d'autres les léopards vicieux, d'autres les léopards décharnés, et il y avait également les abominables léopards. Et il y avait Lord Cheriton, qui faisait partie de ce groupe, avait proclamé en entraînant ses troupes à l'assaut avant la bataille de Victoria: Nous allons leur apprendre à nous haïr. Et devant la férocité et la soif de sang des abominables léopards, les soldats français avaient dû s'enfuir. Les hommes qui servaient sous ses ordres savaient qu'il était dur et impitoyable, qu'il n'admettait nulle faiblesse, exigeant de ceux qu'il menait au combat une endurance égale à la sienne, c'est-à-dire poussée jusqu'à l'extrême limite du possible. Mais il était également renommé pour son esprit de justice absolue. Ces hommes ne l'aimaient pas, mais ils le respectaient et l'admiraient. Tous pensaient ce que l'on avait entendu dire un jour par l'un de ces soldats fourbus. Il nous use jusqu'aux os, mais quand je suis sur un champ de bataille, j'aime mieux être avec lui qu'avec le commandant général.
Ce qui déroutait en face de Lord Cheriton, c'était qu'il avait réellement une troublante ressemblance avec le léopard, et cette indiscutable similitude avait encore ajouté à toutes les légendes qui entouraient ce personnage assez mystérieux au cours des années de guerre. Il avait été très vite distingué par Wellington car il avait non seulement toutes les qualités requises pour faire un chef, mais il était en outre doté de ce sixième sens qui fait gagner les batailles même quand on les croit perdues. Tout le monde le savait autour de lui, et les autres officiers disaient souvent entre eux « Il n'y a que l'abominable léopard qui aurait pu nous tirer de là ». Lord Cheriton scrutait les visages des 6 hommes assis autour de la table. Chacun avait fait ses preuves sur les champs de bataille. Ils étaient prêts au combat comme seuls des soldats qui ont de longues années d'expérience de la vie guerrière peuvent l'être. Or, cet été-là, en 1814, on avait enfin retrouvé la paix. Et tandis que toute l'Europe s'occupait à panser ses blessures, en Angleterre, on fêtait le retour de la prospérité et de la sécurité. Cela signifie en même temps que dans ce pays riche et paisible, des milliers d'hommes jeunes, parmi ceux-là même, qui avaient payé de leur personne pour remporter la victoire, s'inquiétaient pour leur propre avenir. Ils se demandaient ce à quoi ils allaient employer leur vie en temps de paix. Eux qui n'avaient jamais encore fait autre chose dans leur courte existence que la guerre. Lord Cheriton connaissait le tragique de cette situation, car tout en étant un privilégié par son rang et sa fortune, il faisait partie de ce lot. Il reposa son verre sur la table et demanda « Avez-vous les uns ou les autres déjà entendu parler du gong d'Oakhurst » La plus profonde surprise se peignit sur tout le visage. Puis, au bout d'un moment, le capitaine Charles Ogden se décida à demander « Est-ce que ce ne sont pas des contrebandiers, my lord ?»« Chut, vous ne vous trompez pas. Il y a une 50aine d'années, le gang d'Oakhurst terrorisait tout le littoral méridional de l'Angleterre. » Il était célèbre pour ses exactions et il était très puissant. Quelqu'un avait murmuré en sourdine pendant que Lord Cheriton parlait. 50 ans. On savait partout à l'époque qu'en moins d'une heure, le gang pouvait à tout moment rassembler 500 hommes armés à Oakhurst. Cela impliquait une organisation remarquable chez ces bandits. Vous vous en rendez compte, mais cela signifiait aussi que les malheureux douaniers affectés à la surveillance de cette région avaient la tâche impossible, fit remarquer Lord Cheriton. Cela paraît incroyable. Lord Cheriton opina. Ce l'était de bien des manières. Il se rappelait encore, comme si c'était hier, le jour où il était revenu en Angleterre en 1805. Pour la première fois depuis qu'il s'était enfui du château de Larsk Hall, le régiment dans lequel il servait avait été rapatrié au complet sur un voilier de la marine royale. Le Trident. Le général qui les commandait, Sir Arthur Wellesley, était avec eux. Lord Cheriton se rappelait ses impressions. L'Angleterre lui avait paru vraiment étrange. Après les 9 années qu'il avait passées aux Indes, quand il était parti, il avait 15 ans. Il n'était encore qu'un enfant, il était revenu un homme mûr, après avoir fait l'apprentissage et un apprentissage combien dur de la vie. Il avait appris à devenir un homme en combattant dans la jungle épaisse de Malabeli, dans les camps retranchés et les forts de Seringapatam, à Mysore, parmi les dangers, les moussons et les fièvres tropicales. Souvent, par la suite, il s'était demandé comment il avait réussi à survivre, si jeune, dans un milieu aussi hostile. Il avait réussi à se faire enrôler dans l'armée des Indes en cachant son âge véritable et en se prétendant plus vieux de 3 ans. Il avait pris un faux nom, Stuart Bradley. Ensuite, il s'était retrouvé partageant la vie d'hommes si rudes et si brutaux qu'il lui paraissait presque aussi redoutable que l'ennemi. Pourtant, si dure qu'ait pu être une telle vie pour un garçon à peine sorti de l'enfance, il l'avait trouvée meilleure que celle qu'il avait connue chez lui et la préférait à la tyrannie et aux cruautés que lui faisait subir son père. Peu à peu, il s'y était parfaitement adapté. Cette vie qu'il s'était délibérément choisie avait fini par lui apporter le bonheur et ce sentiment de plénitude qu'éprouve tout homme à se sentir son propre maître en suivant la voie qu'il a librement choisie. À 25 ans, il avait complètement rayé le passé et il se sentait tout à fait à l'aise dans la peau du simple sergent Bradley. Il comptait bien ne pas en changer
et continuait à rester ce qu'il passait pour être aux yeux de tous. Or, le mythe du soldat Stuart Bradley n'avait précisément plus beaucoup d'heures à vivre. Son régiment était à Delhi, depuis quelque temps sous le commandement du général Wellesley, qui attendait les ordres avant de prendre la mer avec ses troupes pour regagner l'Angleterre, quand un jour on vint le prier d'aller immédiatement se présenter au bureau du général. Il n'avait pas compris pourquoi Sir Arthur Wellesley l'appelait. Il n'avait rien à se reprocher et sa seule ambition était de continuer à servir sous les ordres du général comme il le faisait depuis 11 années. Il savait que si son régiment quittait les Indes, c'était pour aller se battre ailleurs sous le commandement du même homme. Et il s'en réjouissait. Il était très perplexe en entrant dans le bureau du général et en le saluant réglementairement. Sir Arthur l'avait immédiatement interpellé. Sergent Bradley? Oui, mon général. Est-il vrai que vous avez pris un faux nom pour entrer à l'armée? C'était bien la dernière question à laquelle s'attendait le jeune homme. Il était resté quoi? Il s'était tellement bien habitué au nom qu'il s'était choisi qu'il avait fini par presque oublier qu'il en avait un autre. Il se secoua et dit d'une voix qui lui semblait résonner bizarrement à ses propres oreilles: Oui, mon général. Votre véritable nom est bien John Heywood. Oui, mon général. Bien, sergent. Je dois donc vous annoncer que votre père est mort. Il lui avait été impossible de répondre quoi que ce soit car il se sentait transporté de joie. C'était la meilleure nouvelle qu'il ait jamais reçue. C'était tout ce qu'il aurait pu dire s'il l'avait osé. Sir Arthur ne fit aucune remarque et reprit de son ton le plus calme. Ce qui signifie donc également, n'est-ce pas, que vous êtes en réalité Lord Cheriton? Il était sidéré. Jamais il n'avait pensé qu'il était l'héritier de ce titre. Il n'avait jamais ressenti le moindre lien de parenté avec son père quand il était petit. Lord Cheriton était à ses yeux d'enfant un ogre, un tyran, une brute qu'il détestait de toutes ses forces, rien d'autre. Il répéta très bas avec ahurissement: Lord Cheriton. Sir Arthur continua avec la plus grande impassibilité. C'est évident, et je suppose que dans ce cas, vous avez probablement l'intention de quitter l'armée. Il avait presque crié: Non, certainement pas, mon général. Cependant, je sais que vous héritez d'un domaine très important de terre à faire valoir. Comme il n'avait rien dit, Sir Arthur avait poursuivi. Votre homme d'affaires est ici. Vous allez le voir. Mais je tiens à vous dire que si vous donnez votre démission, je ne vous en voudrai pas. Je comprends très bien que, vu les circonstances, vous puissiez désirer quitter l'armée. Je vous remercie, mon général, mais je veux continuer à me battre. Il y eut un moment de silence, puis Sir Arthur lui avait expliqué très posément. Voici ce que je pense, Cheriton. Le mieux pour vous serait de vous acheter un brevet d'officier. Je vous aiderai autant que je le pourrai, et bien entendu, je vous donnerai toutes les recommandations nécessaires de bon cœur et sans réserve. Puis Sir Arthur s'était levé brusquement et lui avait tendu la main en lui disant avec chaleur: Je serai heureux, Lord Cheriton, de vous accueillir parmi les membres de mon état-major. Une immense bouffée de bonheur et d'orgueil avait traversé le cœur de Lord Cheriton en entendant ces paroles. Il s'en souvenait encore aujourd'hui. D'instinct, il avait pressenti sans même se le formuler clairement qu'il allait être le bras droit de l'homme qui resterait sous le nom de Wellington, le plus grand héros militaire du temps. Cependant, sur le moment, il avait mal compris ce qui lui arrivait et il était plein d'appréhension en quittant le bureau du général en compagnie d'une sorte de vieux notaire aux cheveux grisonnants qui l'attendait à la porte. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver votre trace, my lord, lui dit-il d'un ton plein de reproches. Croyez-vous que c'était tellement important pour vous de me retrouver? Avait-il demandé d'un ton dédaigneux. Le vieil homme avait paru très choqué. Il s'était récrié. Extrêmement important, certes. Je vous apporte l'inventaire de votre héritage. Voici la liste des propriétés qui appartenaient à votre père, et voici celle de ses valeurs déposées en banque. Vous allez vous apercevoir que vous disposez d'une fortune très considérable, my lord. Le jeune Lord Cheriton s'en était très bien rendu compte, mais cela ne lui faisait pas le moindre plaisir. Il aurait tant voulu ne rien posséder venant de son père, même le titre. Et s'il avait pu refuser, il l'aurait fait. La vie qu'il avait menée lui avait appris à prendre rapidement ses décisions. Il ne mit donc pas longtemps à se débarrasser de l'homme d'affaires après lui avoir donné des instructions à suivre. Il le chargea de s'occuper des propriétés de Londres, de percevoir les loyers, de fermer et d'entretenir l'hôtel Sheraton à Berkeley Square jusqu'à nouvel ordre, de proposer aux fermiers du Sussex de racheter leurs exploitations s'ils le souhaitaient. Médusé, l'homme d'affaires avait demandé d'un ton plein de respect:
Et la maison, my lord? Oui, le château de Larks Hall, que comptez-vous en faire? Un silence épais et prolongé avait répondu à sa question. Puis le nouveau Lord Cheriton avait répondu sur un ton d'une surprenante violence. Laissez-la tomber en ruine. En approchant, ce matin-là, de la demeure paternelle, Lord Cheriton dut constater qu'elle tenait encore bien debout. Mais il restait persuadé que les 9 années d'abandon qu'elle venait de subir avaient dû lui causer des dégâts mortels. Il attendait avec hâte le jour où cette demeure ne serait plus qu'un tas de pierres écroulées, se disant qu'alors, et alors seulement, les horribles fantômes du passé se tairaient enfin, et qu'il n'entendrait plus les sifflements du fouet de son père, ni ses vociférations résonner à ses oreilles. Il fallait cela, lui semblait-il, pour oublier. Il contourna l'étang qui lui rappelait les meilleurs moments de son enfance, quand il l'attrapait détruite ou quand il s'y baignait pour calmer ses souffrances d'enfant martyr. Quelle ne fut pas sa stupeur en arrivant devant le perron d'honneur, de voir que la porte du vestibule était ouverte. Il se contenta pourtant de hausser les épaules en se disant que c'était très bien ainsi. La pluie et le vent feraient encore plus de dégâts à l'intérieur de la maison. Et si la neige pouvait entrer et s'y accumuler? Les parquets pourriraient encore plus vite, pensait-il avec une rage triomphante. Il sauta à bas de son cheval, auquel il donnait le meilleur de son cœur. C'était un vaillant étalon qui avait parcouru tous les champs de bataille du continent avec lui et qu'il avait tenu à ramener en Angleterre. Il noua les rênes et le laissa en liberté, sachant que Samson reviendrait dès qu'il l'appellerait, comme il y avait été entraîné. Il monta les marches, mais ce fut presque à contre-cœur qu'il se décida à pénétrer à l'intérieur du vestibule, comme s'il lui répugnait de revoir le cadre de son enfance. Il eut un haut le cœur. En entrant, tout était propre. Il avait savouré d'avance la joie de trouver ces choses abandonnées couvertes de poussière et de moisissures, les rideaux rongés par les souris, les tableaux tombés de leur cadre, les tapis mités et salis. Abasourdi, il regardait autour de lui croyant rêver. Le chêne sombre des vieux meubles luisait comme si on venait de les cirer. Il y avait un bouquet de roses fraîches dans un vase sur une petite table au pied de l'escalier où les rares visiteurs déposaient leurs cartes. Quand il leur advenait de se risquer jusqu'à cette maison où on ne les recevait jamais et où le petit garçon avait toujours vu son père jeter les cartons sans même les lire. Lord Cheriton traversa le hall et se dirigea vers la pièce qui était autrefois le petit salon de sa mère, tout pensif à se souvenir. C'était la seule pièce de la maison à laquelle il repensait parfois sans souffrir. Pour lui, la bibliothèque où son père le fouettait à plaisir, et la salle à manger où résonnaient des cris de colère pendant tous les repas restaient des lieux de supplice. Quand il ouvrit la porte du petit salon, il resta sans voix. Il avait vraiment l'impression de rêver. La pièce était inondée de soleil, rien ne semblait avoir changé depuis le temps de son enfance. Cependant, les rideaux étaient très fanés et ils avaient été soigneusement raccommodés. Cela se voyait. Les coussins des canapés s'étaient affaissés et le ton passé de l'étoffe avait la douceur de la brique rose de la façade. Là aussi, on pouvait remarquer des réparations dans les tissus. Mais le bois des meubles était ciré et il y avait des fleurs partout. Il y avait des roses, du chèvrefeuille, des delphiniums, d'un bleu intense. Il y avait même de ces grands lys blancs que sa mère cultivait dans la serre pour en garnir l'autel de la petite église sombre où elle l'emmenait chaque dimanche. C'est inconcevable. Inconcevable, murmurait-il. Est-ce donc cela, la maison en ruine que je pensais trouver? Il était resté debout, sur le seuil du salon, inspectant chaque détail révélateur d'une présence inexplicable et d'une vie qu'il avait souhaité détruire. Soudainement, une silhouette féminine s'encadra, toute nimbée de lumière, dans la porte-fenêtre. Il ne fit pas un geste, et la jeune fille blonde pénétra dans la pièce sans le voir. Elle avait les bras chargés de fleurs, des roses blanches qu'elle regardait avec amour. Elle baissait les yeux, et ses longs cils paraissaient sombres tant elle avait la peau claire. Sans doute avait-elle perçu instinctivement une présence, car elle leva la tête et regarda autour d'elle. Elle jeta un cri, et ses yeux s'agrandirent de stupeur. Lord Cheriton fit un pas en avant et dit avec une confusion qui le surprit lui-même. Pardonnez-moi, mais la porte était ouverte et je croyais que cette maison était vide. Qui donc? Qui vous avait dit que la maison était vide? Demanda-t-elle d'une voix tremblante, donnant l'impression qu'elle avait peur.
Je n'aurais jamais cru que quelqu'un y habitait ici, répliqua Lord Cheriton spontanément. Mais enfin, pourquoi vous attendiez-vous avec tant de certitude à ce qu'elle soit inhabitée? La méfiance qui passa dans la voix de la jeune fille rappela Lord Cheriton qu'il avait un rôle à jouer. Il demanda: Cette maison est bien le château de Lark's Hall? Oui, c'est exact. Et il appartient à Lord Cheriton, n'est-ce pas? Ajouta-t-il d'un ton impassible. Oui, mais il n'y vient jamais, et tout le monde ici a entendu dire qu'il voulait le laisser tomber en ruine. Elle ajouta simplement: Mais ce n'est peut-être pas vrai. Il y eut un moment de silence, puis il se décida à dire: Je suis en relation avec le propriétaire, figurez-vous. Elle le coupa, criant presque: Vous le connaissez? Puis elle posa ses roses sur une petite table, comme si elle ne se sentait même plus la force de les porter. En la regardant faire, Lord Cheriton s'aperçut qu'elle était extrêmement jeune. Élégante de gestes et gracile, à peine sortie de l'enfance, il se contenta de répondre prudemment: Oui, je le connais. Et vous ne savez pas s'il a l'intention de venir ici? Demanda-t-elle avec une angoisse évidente. L'effroi emplissait ses grands yeux bleus. Sa voix, toute son attitude, exprimait une peur intense. Impassible, Lord Cheriton rétorqua: Je ne le pense pas, mais je serais curieux de savoir pourquoi cela vous troublerait. La jeune fille détourna la tête et regarda ailleurs. Elle croisait et décroisait ses mains avec agitation, puis elle finit par se résoudre à lui demander: Est-ce que avez-vous l'intention de lui raconter que vous êtes venu ici? Je ne vois pas pourquoi je ne le lui dirai pas. Il n'y a aucune raison pour. Elle le coupa très vite. Si, dit-elle, il y a toutes les raisons du monde. J'avoue que je ne comprends pas. La jeune inconnue eut un geste de détresse, puis elle le regarda bien en face, plongeant son regard au fond de ses yeux, comme si elle cherchait à deviner si elle pouvait avoir confiance ou non en cet homme. Lord Cheriton avait inexplicablement pitié de son désarroi. Il lui dit avec calme: Il est tout à fait exclu que je me permette jamais de raconter au propriétaire des choses vous concernant personnellement et que vous désirez garder pour vous. Mais en revanche, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous semblez si affolé à l'idée qu'il puisse savoir que vous habitez ici. Pourquoi? Il n'y a rien à faire. Je crois que vous avez envie de me voir répondre à cette question depuis que vous êtes là, soupira la jeune fille en hochant la tête. Je dois avouer que je suis intriguée. Elle se mit de nouveau à le regarder d'un air concentré et ne put s'empêcher de se sentir amusée en s'avisant qu'elle le jaugeait exactement de la manière dont il examinait une nouvelle recrue, ou un officier venu lui demander de l'avancement. Elle essayait de percer l'enveloppe et de découvrir ce que valaient son cœur et son esprit. Un léger sourire ironique flottait sur ses lèvres pendant que la jeune fille scrutait son visage. Et après quelques instants, il lui demanda d'un ton un peu railleur: Alors l'examen est satisfaisant? Je passe? Elle soupira. Ce n'est pas ce que vous pensez, mais le bonheur de beaucoup de gens dépend de ce que vous raconterez. Il s'étonna. Comment ça, beaucoup de gens? Oui, tous les gens qui vivent ici. Abasourdi, mais ne voulant pas les laisser paraître, il prit un ton de curiosité désinvolte. Puis-je me permettre de vous demander de m'expliquer un peu tout ça? Elle soupira. Je crois qu'il faut que j'essaie de le faire, mais j'ai terriblement peur, terriblement, vous savez, que si jamais Lord Cheriton apprenait ce que je suis obligé de vous dire, il ne nous fasse tous jeter dehors. Il se récria: Je suis incapable de dire quelque chose qui vous causerait autant de mal. De toute façon, je vous le promets. C'est très gentil de votre part, d'autant plus que vous me faites cette promesse avant de connaître la vérité. Mais je suis convaincu que vous êtes incapable d'avoir fait quelque chose de vraiment répréhensible. Alors, puisque je vous accorde ma confiance, il me semble que vous pouvez à votre tour me donner la vôtre. Il n'était pas difficile pour Lord Cheriton de trouver les mots qu'il fallait lui dire pour la rassurer. Il mettait simplement à profit sa longue expérience. Il avait l'habitude de manier les hommes et savait merveilleusement le faire. Il s'aperçut immédiatement qu'il avait gagné la bataille. Elle n'était visiblement plus sur la défensive, car elle fit semblant de ne pas s'être aperçue plutôt qu'il était resté debout à la porte et lui dit d'un ton mondain: Oh, je suis navré, je ne vous ai pas prié de vous asseoir. Pardonnez-moi cette impolitesse, mais votre présence m'a tellement surprise. Jamais je n'aurais pensé. Il ne me serait même pas venu à l'idée qu'un inconnu puisse parvenir jusqu'ici. Personne, aucun étranger ne vient jamais par ici. Ah, vous ne voyez pas d'étrangers dans ce pays, dit-il d'un ton désinvolte. Oh non, jamais. Ils sont trop, commença-t-elle. Mais elle suspendit brusquement sa phrase, comme quelqu'un qui se retient au moment de commettre une indiscrétion.
Elle lui indiqua d'un geste gracieux de la main un fauteuil à côté de la cheminée où il alla s'asseoir d'un air très naturel. En s'approchant, il regarda plus attentivement la jeune fille qui ne se trouvait plus à contre-jour. Il s'aperçut qu'elle était ravissante. Il ne se rappelait pas d'avoir jamais rencontré une femme aussi jolie. Son visage avait quelque chose de très particulier. Sa beauté était très au-dessus du commun. Elle avait des yeux d'un bleu sombre, semblable à celui des delphiniums, qui trempaient dans le vase posé sur la table auprès d'elle. Ses cheveux étaient d'un blanc si pâle qu'il faisait penser aux premières lueurs du jour, lorsque l'aube d'une belle journée dissipe la nuit. Elle était remarquablement mince et svelte, mais il s'aperçut que sa robe était, comme tout le mobilier de la pièce, trépassée de couleurs et copieusement reprisée. Pourtant, les multiples lavages et les raccommodages qu'elle avait subis n'enlevaient rien à l'élégance de la jeune fille dont elle soulignait les formes parfaites, la taille fine et la petite poitrine haute. En s'installant au creux de la profonde bergère, Lord Cheriton essayait d'oublier qu'il s'essayait dans le fauteuil de son père. Il serrait les mâchoires pour oublier qu'il l'avait souvent vu là, avec sa mère, sanglotant en face de lui. Il fixait toute son attention sur la jeune fille qui se tenait près de lui et qui choisissait avec soin les mots qu'elle allait employer. Pour couper court à son embarras, il lui dit « Nous ne nous sommes même pas présentés l'un à l'autre. Puis-je me permettre? Mon nom est Stuart Bradley. Je me rendais à Douvres et en réalité je ne faisais que traverser ce village par hasard. » Il ne fut pas sans remarquer qu'en entendant cela, les yeux de la jeune fille avaient brillé de satisfaction. Elle répondit aussitôt « Je m'appelle Wivina Compton. » Lord Cheriton s'inclina. « Puis-je me permettre de vous dire que je suis ravi de faire votre connaissance, Miss Compton ?» Elle ne répondit rien et prit un siège en face de lui. Elle avait des mouvements gracieux et un port de tête élégant et fier qui aurait été admiré dans tous les halls et dans tous les salons où il avait été invité depuis son retour en Angleterre, pensa Lord Cheriton. Comme elle le regardait sans rien dire, il finit par rompre lui-même le silence. Alors, Miss Compton, qu'avez-vous à me dire? Je tiens à vous certifier qu'il n'y a pas lieu de vous tourmenter. Je vous assure que je ne suis pas homme à trahir des confidences. Vous pouvez vous fier à moi. Je ne répéterai à personne ce que vous me demanderez de ne pas dire. Elle lui adressa pour le remercier un fugitif sourire, mais avec de grands yeux tristes, en déclarant « Vous allez certainement trouver tout cela très répréhensible, j'en ai peur. Mais je ne peux pas vous dire ce que j'en pense tant que je ne sais pas de quoi il s'agit, dit-il en riant. Évidemment, murmura-t-elle. Rassemblant tout son courage, elle attaqua enfin son récit. Quand Lord Cheriton est mort, voici maintenant 19 ans, il n'avait pris aucune disposition pour assurer l'avenir de ses serviteurs. Lord Cheriton, qui ne s'était pas du tout attendu à cela, sursauta involontairement et s'exclama. Ses serviteurs, mais Wivina poursuivait ses explications sans se douter de l'étonnement et de la consternation qu'elle suscitait dans l'âme de son interlocuteur. Tous les domestiques étaient au service de la famille depuis très longtemps. La cuisinière, Mrs. Briggs, avait presque 60 ans et à cet âge, elle ne pouvait plus retrouver une nouvelle place. Ce n'est que trop compréhensible. Le jardinier, le vieux Rouse, était un petit garçon quand on l'avait amené ici. Il n'avait jamais rien connu d'autre que Lars Hall. Il n'en était jamais sorti. Brusquement, la voix de Wivina avait faibli, lui manquant pour évoquer ce qui s'était passé. On lui a donné ordre de déménager et de quitter sa petite maison. On lui avait octroyé une toute petite pension, comme à Mrs. Briggs, mais c'était insuffisant pour payer le moindre loyer. Lord Cheriton serra les lèvres pour ne rien dire. Wivina avait repris son souffle et disait maintenant « Il y avait aussi Pendle, le chef palefrenier qui avait l'âge de la retraite et qui avait toujours espéré recevoir une rente et avoir une maison au village. » Lord Cheriton ne put se retenir de dire « Ont-ils parlé de leur situation en homme d'affaires ?» Mais bien sûr, mais il s'est contenté de dire qu'ils n'avaient pas reçu d'instructions à leur sujet. « Mais alors que s'est-il passé ?» demanda anxieusement Lord Cheriton. Ils se sont débattus pour essayer de retrouver du travail ailleurs, mais vraiment, et quand on les a chassés de leur chaumière, ils sont venus au château. Ils sont venus habiter ici. Wivina fit oui d'un signe de tête, puis lui expliqua. C'est Mrs. Briggs qui en avait eu l'idée. Elle s'était jurée qu'elle ne partirait pas d'ici. Elle disait « Je suis entrée dans cette maison à 15 ans, comme laveuse de vaisselle, et je n'en partirai que les pieds devant dans mon cercueil. »
Lord Cheriton ne peut s'empêcher de sourire, puis il demanda: Et vous, comment se fait-il que vous soyez ici? Mon père, qui était le pasteur de la paroisse, est mort il y a 4 ans. Mon pauvre petit, il a eu un accident. La jeune fille avait buté sur le dernier mot et Lord Cheriton se sentit intrigué. Il répéta en la fixant d'un regard interrogateur: Un accident. Enfin, c'était sans doute un accident, bien que j'aie souvent pensé. Elle s'arrêta net encore une fois, et il comprit qu'elle ne parlerait pas. Après avoir réfléchi, elle reprit: Nous restions, mon frère et moi, presque totalement dépourvus de ressources. Votre frère? Vous avez un frère? Oui, Richard. Il a 17 ans. À l'époque, il n'en avait que 13. Il venait de faire une chute de cheval très très grave. Wivina soupira et continua d'une voix pleine de tristesse. Il s'était cassé la jambe, et elle avait été mal remise en place. Ou bien c'était une mauvaise fracture, je ne sais pas. Mais depuis, il est resté estropié et il boite. Il doit être bien malheureux, ce garçon, constata Lord Cheriton avec compassion. Oui, c'est terrible pour lui de ne pas pouvoir faire ce que font les autres garçons de son âge. Mais il est heureusement d'une intelligence remarquable. Elle poussa un gros soupir et continua à parler, l'œil vague, comme si elle l'avait oublié et s'adressait à elle-même. Si seulement il avait pu aller à l'université, c'est son rêve. Malheureusement, ce n'est évidemment pas possible. Parce que vous ne pouvez pas payer de telles études, demanda d'un ton négligent Lord Cheriton. Elle le regarda en souriant d'un air de commisération, comme si elle avait un enfant naïf en face d'elle. Quand la succession de mon père a été liquidée, nous nous sommes retrouvés, Richard et moi, avec une centaine de livres par an pour vivre. Ce serait tout de même assez difficile de payer des frais d'études et de pension à Oxford. En effet, reconnaît-il. Wivina fit un petit geste charmant avec ses mains en disant: Et voilà pourquoi nous sommes venus ici. Elle avait raconté tout cela avec la plus grande simplicité, mais elle se mit en devoir de lui donner quelques explications supplémentaires, comme si elle avait craint qu'il eût pu ne pas avoir compris l'impérieuse nécessité dans laquelle elle s'était trouvée de venir chercher un refuge dans cette demeure abandonnée par son maître. Oh, le nouveau pasteur est très bon envers Richard. Il lui donne des cours gratuitement et nous lui en sommes très reconnaissants. Mais nous ne pouvions tout de même pas nous attendre à ce qu'il nous loge avec lui au presbytère. Évidemment. Tandis que cette maison est tellement grande, imaginez qu'il y a 16 chambres à coucher. Il y avait de la place pour vous tous, bien sûr, répondit Lord Cheriton machinalement. Une grande partie des plafonds est tombée, notez bien. Oh, la nuit, quand j'entends le bruit sourd de quelque chose qui s'effondre, cela me fait mal, parce que je pense que ce sont encore de ces ravissantes peintures ornant les caissons, ou de délicates gypseries qui disparaissent à jamais. Cela me fend le cœur. Lord Cheriton avait remarqué l'accent passionnément désolé de sa voix. Il n'y avait pas de doute. Elle était sincère. Il remarqua tout haut: Je vois que vous aimez cette vieille maison. Oh oui, je l'aime. Je l'ai toujours aimée d'ailleurs. Je venais très souvent quand j'étais toute petite. Il me semblait alors que c'était un palais de contes de fées. Mais peu à peu, après la mort de Lord Cheriton, tout s'est couvert de poussière. C'était affligeant de penser que tout cela se délabrait lentement. Elle jeta un rapide coup d'œil à Lord Cheriton et changea de sujet. Enfin, la nièce de Mrs. Briggs aura toujours eu un toit à se mettre sur la tête quand son mari a été tué au Portugal, où il était parti faire la guerre, soupira-t-elle. Ah, parce que elle aussi, elle habite ici. Vivina inclina la tête. Oui, elle nous a été très reconnaissante de lui offrir un logis, et elle a déclaré qu'elle allait nettoyer toute la maison. Vous pouvez constater qu'elle a tenu parole. Les pièces en bon état doivent commencer à ressembler un peu à ce qu'elles étaient du temps de Lady Cheriton, il me semble. L'avez-vous connue demanda Lord Cheriton sans penser à ce qu'il disait. Il se rendit compte trop tard que c'était une question stupide, étant donné l'âge de cette jeune fille. Je devais avoir 6 ou 7 ans quand elle est morte, mais je me souviens très bien d'elle. Quand elle venait à l'église, je ne me lassais pas de la regarder, elle était tellement belle. Je pensais toujours que les anges devaient lui ressembler. Lord Cheriton se sentit incapable de dire un mot, et le silence s'établit entre eux. Comme il ne disait rien, Wivina reprit. Il y a un portrait de Lady Cheriton en haut. Quand Lord Cheriton a été cloué au lit par la maladie, j'avais pris l'habitude de monter contempler ce portrait souvent, et je priais le ciel de devenir aussi belle qu'elle. Elle était déjà morte depuis longtemps, à ce moment. Mais au village, tout le monde se souvient d'elle. Elle était très bonne et tout le monde l'aimait. Lord Cheriton savait que c'était vrai, mais il était également vrai que tous les gens du pays avaient haï et détesté son père.
Il se souvenait encore des gestes que faisaient les villageois quand son père passait en voiture devant eux. Il lui montrait le poing et jurait tout bas. Les pensées qu'avaient éveillées ces souvenirs l'avaient emporté bien loin de Vivina, dont il avait oublié la présence. Quand il revint à la réalité, il vit qu'elle le fixait avec une expression suppliante au fond de ses yeux bleus. Maintenant, dit-elle, vous devez comprendre que si vous nous trahissiez, nous serions tous à la rue. Tous. Mrs. Briggs, Emma sa nièce, Punder, Rose, Richard et moi. Nous ne saurions où aller, nous n'avons nulle part où aller. Vous vous en rendez compte, n'est-ce pas? Oh, je vous en supplie, ne dites rien à Lord Cheriton. Il est aussi dur et méchant que son père, et cela lui serait bien égal de nous faire mourir de faim. Lord Cheriton se redressa et demanda d'un ton sec. Comment pouvez-vous savoir qu'il est ainsi? Il ne peut pas être autrement, puisqu'il a condamné à mort cette maison, cette belle vieille maison si charmante.